Bonjour. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Aujourd'hui, il y a Tatiana qui va venir l'aider dans son coup de gueule. Elle vous donnera plus de détails tout à l'heure. Je suis Gilbert Daouet d'Avatar Édition et notre mission aujourd'hui s'intitule Patriotisme ukrainien, Macron super fort. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels et ponctuels. Café et on commence. Alors, Nicolas, tu as Tatiana qui va venir t'aider ou te contrôler. Oui, déjà, il faut quand même dire une chose, j'ai arrêté le blog et j'ai pas envie de le reprendre parce que d'habitude, je l'arrête, puis tu as envie de le reprendre, puis tu peux pas te passer de la matrice et puis ça. Et puis non, là, franchement, j'en avais marre. Et les gens qui m'aiment bien, qui nous écoutent, savaient pourquoi. Et je me concentre sur les bouquins qu'on a publiés. Je rappelle par exemple celui-là, qui ne coûte que 6 euros, Tocqueville politiquement incorrect. En fait, c'est mon recueil de textes sur tous les textes que j'ai écrits sur Tocqueville. Il y en avait 22, c'est déjà pas mal, un chiffre cabalistique. Il était question en effet de montrer qu'il avait annoncé toutes les catastrophes dans lesquelles nous tombons depuis un certain nombre de décennies, voire de siècles. Donc tout cela a été aussi lié au fait que on voit que la situation ne mérite même plus de commentaires. Bon, j'espère qu'on ne parlera pas trop de la guerre, mais on ne sait pas qui la gagne, on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. On a vu que les Russes ont mobilisé 300 000 soldats de plus, alors que soi-disant ils ont écrasé cet adversaire ukrainien misérable, fourmi depuis 2 ans et demi. On a vu que ça, c'est sur RIA RU que je recommande. Moi, je ne lis plus les chiffres, les sites pro-russes, je lis les sites russes. C'est quand même plus honnête que la propagande pro-russe, notamment française. Bah, maintenant, tu reçois ton code QR pour aller te faire tuer sur le front. Donc ça, c'est fantastique. C'était dans RIA RU hier, donc dans Novosti, et les gens, pour une fois, n'étaient pas contents. Donc on voit que là aussi, peut-être, il y aura des réactions, on ne sait pas. Donc cette guerre est interminable. On ne sait pas si finalement les anglo-saxons, comme on dit sans rire, laisseront Zelensky tirer sur Moscou avec des super missiles. On verra, hein, c'est tout à fait possible, tout en disant qu'ils ne le feront pas. Grâce à Modeste Schwartz, j'ai découvert un site qui s'appelle Les Chroniques de Slavland, Slavland Chronicles en anglais, d'un certain Rory qui est patriote russe. Lui, il attaque Poutine un peu comme le ferait un mec bien à droite qui aurait attaqué De Gaulle, puisqu'on parle toujours des mêmes références. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui critiquent Macron que De Gaulle a appliqué l'article 16 pendant 5 mois. Je te le dis parce que je l'ai appris hier. Je savais qu'il avait appliqué l'article 16, notamment contre le grand-père d'un copain, le général Zeller, qui était un héros de guerre, Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, le général Zeller. Et De Gaulle a appliqué pendant 5 mois pour torturer et tabasser tous les Français pro-Algérie française qui ne lui plaisaient pas à l'époque. C'est l'idole des jeunes, De Gaulle, mais on n'en finira jamais. Et comme on a un super président qui finalement est dans la droite ligne du gaullisme, à savoir Macron, il faut quand même le dire. C'est pour ça que je dis Macron surperforme. Donc on a les problèmes de cette offensive russe interminable et qui menace à tout moment, nous dit-on, de partir dans le feu et dans le sang. Et puis Rorik nous dit que non. Lavrov a été interviewé par Skype en arabe, par les Arabes sur Skype, et il a dit qu'il n'était pas question, évidemment, d'utiliser le nucléaire ou de menacer ou de ci ou de ça. Donc en fait, on a une espèce de comédie de guerre. Il y a une comédie de guerre dont a parlé pas mal de fois aussi Olivier de Molner et d'autres commentateurs. Et puis, finalement, je me dis à quoi ça sert, moi, jour après jour, de parler là-dessus sur le blog, je m'en fous un peu. Alors, ce qu'il faudrait maintenant, c'est en effet que j'arrête aussi de m'informer. Alors là, ça serait presque un sujet d'émission qu'on pourrait faire. Vivre sans s'informer. Oui, Ça a c'est été mon premier livre de ça quand j'ai commencé à écrire à la demande de Philippe Grasset en 2016. Et je parlais de Thoreau, de Fichte, de Sénèque, de Juvénal et même de Théophraste, l'auteur des Caractères qui a inspiré Comment c'est la bruyère. Et Théophraste disait il y a des curieux de tout, ils nous emmerdent, ils sont insupportables. Et il y a même ça dans les évangiles. Les mecs qui se rassemblent sur l'agora ou le forum, c'est les mêmes qu'ici, que maintenant, c'est ça qui est dingue, pour savoir ce qui vient de se passer. Et tu te dis, bon, ben, si pour calmer ta vie et la voir plus agréable, tu arrêtes de t'informer, pourquoi pas. Voilà. Malgré tout, on est aussi dans ce que j'ai appelé le présent permanent, et on avait parlé de notre échec à bien titrer le livre sur Macron. C'était pas fin des libertés et nouvelle résistance, c'était fin des libertés et nouvelle collaboration qu'il aurait fallu intituler le livre. Ah oui, les nouvelles collaborations. Donc, on a eu la collaboration des socialos, la collaboration de l'extrême gauche, la collaboration des LGBTQ.
On se souvient que j'ai fait une émission sur les cathos il y a quelques semaines, hein, sur le catholicisme et ce qu'il est devenu. Là, on a la collaboration catho. On a B. Voltaire au gouvernement. C'est la manif pour tous au gouvernement. C'est Carl Zéro, la belle-sœur de Carl Zéro et Hélène au gouvernement. Tu me diras, ils étaient déjà au gouvernement avec Pasqua à la fin des années 90. Ça avait apporté des malheurs à l'un d'entre eux. Et on a une collaboration générale au macronisme qui s'impose de plus en plus comme une machine banale de la Ve République, sauf que lui veut vraiment rester au pouvoir plus longtemps parce qu'il est arrivé, comme je l'ai expliqué, beaucoup plus jeune. C'est pas parce qu'il est narcissique, c'est parce que cette constitution gaulliste est un scandale, elle est dictatoriale, mais que les mecs qui arrivent au pouvoir avaient 65 ans, Chirac, Mitterrand ou De Gaulle évidemment, et ils ont quand même voulu tous se faire élire, hein, et ils ont été réélus parfois, hein. De Gaulle a été réélu, Chirac a été réélu. Macron va sans doute rester au pouvoir en 2027, comme je ne cesse de le répéter, mais je n'ai pas envie d'insister encore trop là-dessus. Alors on a là un gouvernement catho de droite pro-européen, une caricature de gouvernement van der Leyen, puisqu'en fait c'est du centre droit pro-européen. Donc on est en fait dans la mouvance du Parti populaire en Espagne ou de la CDU en Allemagne qui gagne pas mal les élections, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on parle beaucoup de l'AfD, mais on ne parle pas beaucoup de la CDU. S'il y a un prochain gouvernement en Allemagne sur ordre général, on sait qu'il n'y aura pas l'extrême droite ou les pacifistes au pouvoir. On aura le centre droit avec les sociodémocrates, comme on a déjà eu 25 fois. Donc, je ne vois pas l'intérêt, considérant qu'on est constamment dans le présent permanent et dans une fin de l'histoire qui ne dit pas son nom, je ne vois pas l'intérêt de continuer de commenter. Tout ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait. Et maintenant, j'ai décidé d'être plus cool, plus tranquille avec ma femme et de parler beaucoup moins de politique. Barnier, il était quand même là il y a 50 ans. C'est le prototype de gaullisme pro-européen, mais il n'y a jamais eu que ça dans le gaullisme. Le gaullisme souverainiste, c'est une farce. Il n'a jamais représenté plus de 1% des voix. On le voit avec Asselineau ou avec Philippot qui ont été assez imbéciles pour se féliciter du Brexit britannique sans savoir que l'Angleterre se jetait encore plus cruellement dans les bras des mondialistes anglo-saxons, hein, qui dirigent le monde et qui le dirigent d'une main de fer plus pire que celle de Van der Leyen en Europe. Ça aussi, on oublie de le dire. Et puis, on avait cette stupidité générale qui consiste à chercher des messies partout, du salut partout, puis il n'y en a pas du tout. On a le contrôle sanitaire partout, le contrôle digital partout, le rouble numérique ou les monnaies numériques qui arrivent partout, et tout cela, les sites comme ceux de Modeste Schwartz, de Riley Wigerman ou de Slavlong Chronicles en parlent très bien, plus de cette guerre qui semble souvent extrêmement truquée et qui n'avance pas essentiellement pour ces raisons-là depuis 3 ans. Donc ça devient fatigant de commenter un mauvais spectacle. Je crois que c'est Gilles Deleuze qui a parlé du monde moderne comme d'un mauvais film. Hier, je revoyais des Jacques Demy avec ma femme et il a fait un très mauvais film, très intéressant, comme souvent les mauvais films à Los Angeles, qui s'appelait Model Shop. Et c'est quelqu'un qui traîne en ville et qui ne sait pas quoi faire, qui veut plus travailler, qui n'a pas d'argent, qui squatte chez les uns, chez les autres. On est déjà dans l'ère du vide, décrite 15 ans ou 20 ans après par Lipovetsky, dans un monde qui traîne, un homme qui traîne. Ben on est arrivé à ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler d'autre chose. Donc, j'avais décidé de laisser la parole à Tatiana un peu aujourd'hui, donc tu viens t'asseoir, chérie. Donc, Tatiana, on s'est rencontrés grâce à mon livre sur Tolkien, qui a été traduit en russe en 2002. Et puis, est-ce qu'on la voit bien? Regarde Oui, là, c'est l'écran. bon. Là, c'est bon. Voilà, et donc Tatiana m'a contacté à cette époque, et puis très vite, elle a voulu qu'on se marie. Puis moi, je suis parti en Amérique du Sud. Et puis en Amérique du Sud, elle m'a dit qu'elle avait traduit mon recueil des contes latinos en ukrainien dans la plus grande revue locale, comment elle s'appelait? Svetsit, ouais, l'univers. Et donc ensuite, quand on s'est mariés, elle est venue me voir au Pérou, ensuite on s'est mariés, et puis elle a continué de traduire certains de mes livres. Elle a fait des traductions du russe, une que je conseille, qui est la traduction juxtalinéaire de Eugène Onegin, parce que c'est un exercice unique. Et elle le fait très bien, traduit très bien les vers. Alors ensuite, elle s'est mise à me dire qu'elle s'intéressait à la poésie ukrainienne et elle s'est mise, grâce à Amazon, à faire ses recueils de poésie ukrainienne. Je rappelle quand même que Philippe Randa a publié deux de ses livres. Il a publié le Philippe Cadic sur le Grand Recette, parce que c'est une grande lectrice de science-fiction. Philippe a aussi traduit son recueil sur la poésie ukrainienne. Montre déjà ce recueil, la poésie ukrainienne. Alors, parce qu'il y en a certains qui appellent l'Ukraine pays 404 ou pays analphabète ou qui disent que l'ukrainien est un dialecte. C'est comme si on disait que le polonais est un dialecte ou que le tchèque est un dialecte. Non, évidemment que non. Et évidemment que c'est une ancienne littérature. Et puis, c'est une littérature qui, comme elle était vraiment sous le contrôle russe, et on a vu que ça leur coûte cher de s'en séparer de ce contrôle russe, on a vu que ça coûtait très, très cher.
ils ont, au travers les siècles, développé une littérature. Et puis Tatiana a choisi ses sujets de prédilection. Comme elle est très pieuse, ça tourne autour de la religion. Ou là, d'un livre que j'aime beaucoup, ça va t'intéresser, Un patriarche syrien au pays des Cosaques. Ah. Alors, raconte comment les gens l'accueillent dans les villes. Bon, attends une seconde, un commentaire quand même. J'ai le plaisir de dire à tout le monde que Tatiana existe pour de vrai, parce qu'il y avait des doutes à un certain moment. Voilà. Merci. Euh, Allez, bien, vas-y, Tatiana, à toi. Je suis très contente qu'on commence par ce livre parce que c'est un journal de voyage du XVIIe siècle qui présente mon pays très bien. Et on peut voir tout de suite qu'il n'y a rien à voir avec la Moscovie. C'est un pays des Cosaques et il est présenté par un diacre syrien qui voyage avec son père, patriarche. Et leur but, c'est de récolter un peu d'argent ici et là parce qu'ils sont endettés. Et, et surtout, ils veulent récolter de l'argent à Moscou parce que c'est le pays le plus riche pour eux. Donc, ils traversent l'Ukraine pour y arriver. Et d'ailleurs, j'ai mis sur la couverture, qui on peut voir bien, On peut voir, on peut voir. ce dessin, c'est une carte faite par un voyageur, architecte, écrivain et surtout ingénieur français, Guillaume Levasseur de Beauplan, au début du XVIIe siècle, dans les années 1620-30. Donc, c'est la carte de l'Ukraine, si on peut voir le nom. C'est bon, Voilà. Voilà. Et il a présenté aussi les Cosaques, leurs coutumes, les costumes. Donc, c'est un des premiers qui a déjà commencé à décrire le pays. Et ce diacre, Paul Dalep, il a donc décrit les coutumes, les villages, donc, surtout la race qui est complètement différente de la race moscovite. Il voit les villages pleins de têtes blondes et ça la merveille. Et quand il arrive à Moscou, c'est complètement une chose Oui, il y a une différente. atmosphère asiatique. Ce qui Oui, tout m'amusait, à fait. c'est les repas, le comportement des gens. Par exemple, il arrive, il n'y a pas la télé à l'époque. Donc tous les gens sortent d'une ville pour aller à sa rencontre. Ils sont des milliers pour sortir à plusieurs kilomètres hors de la ville pour l'acclamer. Tout ça, c'est des choses, c'est une autre humanité. Je veux dire, c'est pas seulement une autre humanité parce que c'était les Ukrainiens, c'est une autre humanité parce que les gens avaient plus de vitalité. Là, j'ai relu aussi ces jours-ci, comment il s'appelle, Rabelais, qui est assez proche et de l'esprit ukrainien, parce que ça repose sur la ripaille, ça repose sur la fête. À un moment donné, quand il arrive à Moscou, il est effaré, il peut plus dormir parce qu'il y a constamment des cloches. Même la nuit, le jour, 24 heures de cloches. Ça rappelle l'île sonnante de Rabelais. On avait donc une autre atmosphère et un autre monde. Le thème le plus important, c'est celui-là. Vas-y, Dodo. Oui, donc j'ai fait un recueil de la poésie ukrainienne patriotique et j'ai rassemblé les poèmes du XVe siècle. C'est les vers qui sont écrits déjà en ukrainien. Il y a les poèmes anonymes, il y a déjà les poèmes avec les auteurs, il y a même les femmes qui ont écrit les poèmes à l'époque, C'est- qui sont devenus tout de suite les chants cosaques. Ici, vous pouvez trouver même les textes d'Ivan Mazepa, le grand hétman ukrainien qui est devenu mondialement connu à son époque. Et donc, la littérature existait déjà, euh, elle luttait pour sa propre liberté, pour la liberté de son pays, et montrait le peuple dans la lutte constante. Et bien sûr, le plus riche, c'est le 19e siècle, siècle romantique dans toute l'Europe. Et en Ukraine, c'était des poètes, à la fois poètes et prophètes, sont devenus connus dans le peuple, dans les classes les plus basses. Ils étaient récités partout, comme par exemple Taras Shevchenko, qui est devenu poète vraiment populaire. Et ces poèmes sont devenus des chansons dès le début. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est, en ce moment, je cite beaucoup McLuhan. McLuhan parle du développement du nationalisme à cause de l'imprimerie. Ça, c'est intéressant puisque les textes ont permis évidemment d'être imprimés, on peut être imprimé, mais en même temps, il parle d'une homogénéisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'imprimerie, c'est une arme à deux tranchants. Si on impose une seule langue et une seule culture, comme d'ailleurs on l'a fait en France, eh bien, on fait disparaître tout ce qui était local. Et Tocqueville en a parlé aussi de l'extinction de la vie des provinces.
Et puis finalement, en Russie, c'est aussi ce qui aurait pu se produire. Puis finalement, non, il y a un certain nombre de nations, comme l'Ukraine, qui ont résisté et qui ont pu encore manifester leur littérature et leur culture. Alors qu'en France, finalement, l'État royal puis républicain a réussi à écrabouiller toute la culture. Et ensuite, on a une culture de la guerre qui s'est développée et qui a permis d'unifier un peu plus ça. Tout ça, c'est un peu triste parce que finalement, c'est une marche à l'unification, à l'homogénéisation qui s'est produite. Je voudrais que tu parles un petit peu de notre ami Énéide déguisé en cosaque, parce que ça, c'est extrêmement marrant comme bouquin. Raconte ce que c'est. C'est l'œuvre écrite par l'œuvre poétique. Énéide est rechanté en ukrainien, il déguisait vraiment en cosaque. C'est un poète ukrainien de la fin du XVIIIe siècle. Il s'appelle Ivan Kotlarevski, un poltavien comme Gogol, il vient de Poltava. Il était jadis militaire, donc les thèmes d'Énéide sont proches pour lui, car ce sont des campagnes militaires. Et tout de suite, c'était un succès immense, même en Russie, même les gens qui ne comprenaient rien. Il a mis Aîné dans les habits cosaques et Aîné se promène, il fait ses aventures, ses voyages. C'est une histoire déguisée de l'Ukraine. C'est une histoire codée de l'Ukraine, ce texte. Et à la fois, il est très comique. Il montre le caractère ukrainien avec toute sa largesse, caractère ouvert, très accueillant avec tous les festins possibles, d'où cette comparaison avec Rabelais. Mais alors, c'est un exercice, tu sais, Gilbert, qui s'est développé en Europe à cette époque, c'était de faire le genre héroïque comique. Moi, que j'aime beaucoup personnellement. C'est un genre, ou alors un genre parodique à la Leslie Nielsen, où tu prends évidemment un épisode historique et puis tu le travestis et tu en fais quelque chose de rigolo. Je rappelle qu'en France, on a un poète qui est finalement connu, mais sans lettres, c'est Boileau. Et Boileau a écrit une parodie de l'Énéide aussi, hein, dans Le Lutrin. Le Lutrin, c'est une espèce de petite comédie qui se pose dans une église à Paris, et puis on vole un lutrin, et puis tout le monde court après, et il a parodié là aussi l'Énéide. Donc c'est un exercice qui était fait à l'époque. Donc, on a comparé un peu à Rabelais, puis là on peut comparer à Boileau et à ce genre de littérature parodique qui s'était fait partout. Et le livre est souvent, parce que moi je l'ai corrigé, le livre est souvent extrêmement rigolo dans la traduction de Tatiana. Ça, c'est des aspects qui rapprochent de la France l'esprit ukrainien. De quoi pourrait-on parler encore sans... Oui, Tchevchenko. Donc explique qui est Tchevchenko, Tatiana. C'est un poète romantique ukrainien, mais aussi c'était aussi un grand peintre. D'ailleurs, ça, c'est son autoportrait. J'ai mis sur la couverture et un de ces tableaux que j'ai mis de l'autre côté de la couverture. C'était aussi un martyr, on peut dire. Il était laquais de son maître toute son enfance, il était orphelin. Après, comme il était un peu autodidacte, il a commencé tout de suite à dessiner. Son talent était tellement on peut dire presque explosif, que tout le monde a vu que c'était un enfant supérieur. Donc, très vite, il était racheté du servage par ses amis peintres et écrivains. Et très vite, il est devenu très connu grâce aux sévères et ses poèmes, parce que à la fois, il continue de dessiner et d'écrire. D'ailleurs, dans ce livre, j'ai mis aussi ses aquarelles et ses peintures, par exemple. C'est un livre bilingue et illustré avec ses propres aquarelles et ses propres dessins. Et malgré ce succès, il ne pouvait pas résister de ne pas critiquer le tsar. Le tsar a lu ses vers et ses poèmes. Surtout, je conseille de lire le poème Le Rêve et le poème Caucase. À cause de ces poèmes précisément, il était envoyé comme soldat pour 10 ans dans les steppes de Kazakhstan où il a passé quasiment toute sa vie. Il a pu rentrer quelques années avant sa mort à Saint-Pétersbourg sans jamais quasiment revoir sa patrie. Mais ses poésies étaient... C'est la preuve, Oh, oui. Gilbert, que quand on persécutait les gens, ils étaient géniaux. Moi, je reviens toujours à ça. Il Et faut depuis qu'on persécuter leur les gens. promettait qu'on vit en démocratie, qu'on tolère tout, les gens sont nuls. Et alors que lui, il a une vie atroce, comme plein d'Ukrainiens à l'époque à cause des Russes, mais Gide, l'art né de conquête, vie de lutte, meurt de liberté.
On va terminer avec Lesia, Deux questions à Tatiana, s'il te Tatiana. plaît. Deux questions à Tatiana. De la Oui, part d'un analphabète. Est-ce que la langue ukrainienne est totalement différente de la russe? Oui, Et deuxièmement, est-ce que les auteurs que tu viens de citer, est-ce qu'ils sont connus maintenant en Ukraine? non, non, je cite les auteurs archi connus. Ça, c'est le pilier de la littérature ukrainienne. Ça, c'est par exemple, Énéide et Kotlarevski, c'est le fondateur de la littérature ukrainienne. Dès le début, dès les premiers jours d'apparition de ces livres, ils étaient déjà connus quasiment par cœur. Les gens, pas uniquement, ils achetaient ces livres. Ils apprenaient par cœur et les gens du peuple aussi. oui, C'est on ça le était. Alors phénomène. ça, c'est intéressant par rapport à ce que je disais sur McLuhan. C'est la culture orale. Et les gens avaient des mémoires phénoménales. Assez facilement, les gens pouvaient citer des milliers de vers. On le voit par exemple chez Platon quand il cite les vers qu'il veut de l'Odyssée ou de l'Iliade. Et puis jusqu'à ce qu'on impose franchement la culture écrite, qui tue la mémoire, les gens ont une culture orale extrêmement forte. Et c'est comme ça que ça se termine, hélas. Je rajoute que, par exemple, Ivan Kotlarevski, il était noble cosaque d'origine. Comme par hasard, il devait recruter les régiments pendant les guerres napoléoniennes. Quand recruter les gens, et quand ils ont su que c'était lui, ils pensaient que c'était un grand chef militaire grâce à ses poèmes, que c'était un général. Et les gens savaient par cœur, les simples soldats, les gens du village qu'ils devaient recruter pour cette guerre. C'était un phénomène. Et les poèmes de Shevchenko, par exemple, ils étaient tout de suite chantés en Ukraine, même pas récités, chantés. Sur le russe et l'ukrainien, qu'est-ce que tu peux rajouter? C'est quand même des langues proches, C'est des langues proches et mais ça n'est pas la même langue, ce ça n'est c'est pas la clair. même langue. Et les Russes n'ont jamais compris l'ukrainien, alors que les Ukrainiens ont toujours su le Oui, russe. on peut dire que toute l'Ukraine est quand même bilingue et connaît cette langue. C'était imposé, on était obligé de l'apprendre à l'école. Mais les Russes, parfois, ils comprennent pas l'ukrainien du tout. Je vais terminer par deux choses que j'aime. C'est commencer, on a beaucoup écrit sur le cinéma. Alors, Tatiana a publié le très beau journal de Dovzhenko, le plus grand cinéaste ukrainien et sans doute le plus grand cinéaste soviétique, dont Zemlia, la Terre était considéré comme un des plus grands films du monde à l'époque. Le journal est passionnant de Dovzhenko. Il est même politiquement incorrect. Et puis on a Les ombres des ancêtres oubliés de Koslubinsky. On reconnaît les costumes magnifiques qui ont inspiré un des plus grands films épiques et amoureux et romantiques du cinéma, Les chevaux de feu de Parajanov. Parajanov, qui était de quelle nationalité en fait? Il était arménien, il était Né en quoi? Il Géorgie, était arménien, né en Géorgie, et il a fait aussi des films considéré comme en ukrainien. Et il a fait le Sviat Granata, qui est un des plus grands films chrétiens, peut-être le plus grand film chrétien de l'histoire du cinéma, Sviat Granata, le goût de la grenade. Et là, on termine aussi sur Dovzhenko, un très joli conte sur son enfance ukrainienne avant les catastrophes des deux guerres et du communisme, avant 1914. Ça rend assez nostalgique, hein, l'histoire de l'Ukraine, parce qu'en effet, tu te dis, c'est un pays qui est martyrisé depuis plus d'un siècle. Il n'avait pas une vie commode avant, mais enfin, il existait encore. Et puis là, ça finit mal. C'est un peu comme de lire Alain Fournier, tu sais, le Grand Maulne. La France qui a disparu, qui était rurale, qui était chrétienne, qui avait sa culture de campagne et puis qui malheureusement n'a plus pu terminer. Voilà, bon, on va arrêter de vous saouler de livres parce qu'il y en a beaucoup. On en reparlera si ça plaît aux gens et puis tu feras une autre pub. De quoi veux-tu qu'on parle, mon cher Gilbert, encore? Non, moi, je propose de démissionner Bonal et de reprendre toutes les semaines Tatiana. C'est déjà la D'accord. Oui, première. oui, j'arrête le blog, j'arrête aussi l'émission, comme ça tout le monde sera content. Non, c'est intéressant ce que Tatiana nous a présenté, parce qu'effectivement, à l'Ouest, quoi, en Occident, on présente le nationalisme ou le patriotisme ukrainien comme un patriotisme de retour. C'est-à-dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les intellectuels nationalistes ukrainiens sont arrivés Non, avec des avions ils des sont Américains. présentés Donc, les ce n'est pas Ukrainiens le comme cas, des si j'ai bien nazis, compris. présenter les Ukrainiens comme des nazis, c'est une infamie. C'est une infamie. Il faut quand même dire aussi une chose, hein. Moi, j'ai fait assez de propagande pro-russe, donc ça va, je peux en parler. Lorsque les Russes sont arrivés en 1945 pour soi-disant libérer l'Europe du nazisme, on a quand même oublié que quatre ou cinq pays étaient alliés aux Allemands pour attaquer la Russie avant, hein. Donc la Russie n'était déjà pas très populaire, surtout en tant que paradis
démentiel satanique stalinien qui exterminait les peuples et qui foutait son goulag partout. Et puis alors ce qui s'est passé, c'est que oui, donc il y a eu la Slovaquie, il y a eu la Bulgarie, il y a eu l'Italie, et il y a eu la Hongrie qui étaient alliés à Hitler pour attaquer la Russie. Alors en 1945, quand l'héroïque armée russe, rouge plutôt, l'armée rouge, a libéré l'Europe, elle est restée pendant 40 ans en imposant le communisme. Faut quand même pas l'oublier. Les gens disent ah que de haine contre les Russes, que de haine contre la feinte Russie, la Jérusalem céleste de notre ami Toghin. Ils ont imposé l'armée rouge. En 1953, on a écrabouillé Berlin, les émeutes allemandes. En 1956, Budapest, il y a eu 100 000 morts, et déportés, prisonniers. Et puis en 1967, c'était le printemps de Prague. C'était pas des commodes. Ils pouvaient faire comme les Américains, j'arrive, je vous libère, et puis finalement, ils n'ont rien imposé du tout de ce qu'on nous a dit, les Américains, Lamgotte et tout ça. Les gens sont restés dans leur crasse française d'avant-guerre, un peu plus américanisée, mais ça, c'est parce qu'ils le veulent, c'est pas parce qu'on leur impose. Mais il n'y avait pas d'armée américaine pour occuper le pays et fusiller les gens qui n'étaient pas d'accord ou les enfermer dans des prisons. Donc, c'est tout cela, on refuse de le comprendre parce que maintenant, le camp pro-russe est devenu caricatural et qu'on en est à une espèce de divinisation de la Russie et une sacralisation de tout ce qu'elle peut faire. Et puis finalement, si tu grattes un peu l'histoire, ça n'est pas du tout marrant. Et c'est vrai que ce que tu as dit est très juste. Il y a eu un nationalisme très ancien, et puis on nous fait le coup que c'est les nazis qui ont réveillé les Ukrainiens en 1944 pour lutter contre la Russie. On se moque du monde. On se moque du monde. Alors finalement, ils ont satanisé le nationalisme ukrainien comme on a satanisé tous les nationalismes en Europe, tout simplement, surtout depuis la guerre, en le confondant avec Hitler et Auschwitz. Bon, bah, il y a un moment, il faut quand même être un peu plus large d'esprit. À long terme, pour tous ces pays-là qui sont limitrophes à la Russie, c'est que historiquement, je veux dire, à moins il y ait une troisième guerre mondiale nucléaire, les Russes vont rester vos voisins, mais les Ouais. Américains, ils vont partir. Donc, tôt ou tard, il faudra bien faire des compromis ou trouver un modus vivendi avec les Russes. On Sinon, verra, mais c'est mal parti, hein. En tout cas, pas avec Poutine, ça me paraît évident. Pas avec Poutine. Alors justement, à ce propos, on va conclure dessus. Je suis tombé sur une notion de Kissinger, Henry Kissinger, qui est mort il y a 2 ou 3 ans. Lui aussi, il a été très insulté d'une manière assez inutile parce que c'était quand même un universitaire de haut niveau au départ et qui avait une bonne connaissance, comme j'aime moi, du 19e siècle. Puisque je veux dire, qu'est-ce qu'on a appris au 20e? Il parle de frivolité stratégique. Alors, il dit la frivolité stratégique, c'est par exemple la France de Napoléon III. Alors, expédition du Mexique, guerre contre l'Autriche, puis on ne sait pas quoi faire contre la Prusse qui commence à unifier l'Allemagne, puis on déclare la guerre à la Prusse, puis on prend sa raclée, puis évidemment la guerre de Crimée. On n'avait aucun avantage à faire la Russie pour la guerre de Crimée, on est tous d'accord. J'ai écrit plusieurs textes dessus, mais on le fait. Et alors après, il se rend compte, Kissinger, qu'en 1914 aussi, c'est de la frivolité stratégique. Pourquoi se déclare-t-on la guerre pour un simple attentat commis en Serbie? Et puis finalement, le système devient fou. Et actuellement, c'est ça. Et puis alors, moi, je disais, il y aura de gros problèmes tant qu'il y aura Poutine, ça me paraît évident. Lorsque Poutine a attaqué l'Ukraine en 2022, je rappelle que, soi-disant, ils ont tué 600 000 soldats ukrainiens, ils se prennent plein de missiles chez eux, qu'à Toropets, ils se sont pris, comment c'est Toropets ou autre Toropets, ils se sont pris 2000 tonnes de munitions qui ont sauté. Il y a de plus en plus de soldats mobilisés. Enfin, ça n'est pas très réussi, hein, comme opération militaire très spéciale, quoi qu'en pense Lucien Cerise, et qu'on est réellement dans un aventurisme imbécile stratégique et qu'on est dans la frivolité stratégique dénoncée par truc. Et que Poutine, moi je l'appelle souvent le joueur d'échecs sans S, pour un gars qui est extrêmement subtil, extrêmement fort, extrêmement judoka et qui utilise extrêmement bien la force de l'adversaire, il a réussi à transformer l'Europe en champ de bataille. Et c'est pas très malin. Et c'est pas très malin parce qu'ils auraient dû quand même comprendre depuis un certain temps qu'ils n'étaient pas populaires, les Russes, pour des raisons historiques qui sont quand même bien établies et que ce qui s'est passé lorsque Staline a repris les pays baltes en 1939, ça a été abominable. Il y a eu des dizaines de milliers de fusillés ou de déportés et hop, c'est encore reparti pour le goulag. Et comment veux-tu que la Russie soit populaire dans ces pays-là? Ils refusent de le comprendre. Donc après, ils te disent que ce sont des nazis. Alors évidemment, c'est assez facile. Alors évidemment, quand les Allemands sont arrivés, il y en a certains qui voulaient s'appuyer sur les Allemands pour essayer de rater de l'armée rouge. Et ça, on peut le comprendre. Hein. Ça, on peut le comprendre. Hein. Tout cela n'est pas très, très malin. Et pour répondre à ta question, je vois difficilement le conflit se calmer, moi. Hein, et ça peut durer encore des années. Donc, ça sera une espèce
Si on n'a pas l'holocauste nucléaire, et je ne pense pas qu'on l'aura, on aura une guerre, une entropie, une misère, des souffrances qui vont durer, et c'est bien triste. C'est tout ce qu'on peut dire. Et le malheureux, c'est que l'Europe, aveugle, est totalement aveuglée, elle est prise en tenaille entre deux guerres maintenant, avec deux puissances nucléaires, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine. Et donc la Russie est une puissance nucléaire, et tu as au Proche-Orient Israël et le monde arabe, et Israël est une puissance nucléaire. Ça, c'est un autre sujet, c'est sur l'Europe. L'Europe n'est rien. Une fois qu'on a compris ça, Oui, bon. l'Europe elle est morte en 1914, depuis elle n'est rien. Et je reprends toujours la phrase de Trotsky, la social-démocratie est là pour soumettre les classes moyennes et les classes ouvrières au capital américain. Il a résumé l'histoire de l'Europe depuis 100 ans en une phrase, Trotsky. Bon, ça va être la parole de la fin, donc. Ouais, ouais. Donc, je remercie Tatiana. J'espère que tu vas Merci. revenir plus souvent. Et donc, voilà. Et achetez les livres de Tatiana, bien sûr. Pas de Voilà publicité sa pour page. Bonal. Pas de publicité pour Bonal, cette fois-ci. Ouais. Allez, Voilà. donc Tatiana, Bonal et Dawed, c'est fini pour cette semaine. Merci. À la prochaine.